J'ai remarqué un truc quand j'ai revu ton 101% du Japon. 100% du Japon. Spider-Man. Ouais, j'étais au Japon, je regardais les 100%. Ah, pardon, mon 100% du Japon, d'accord. Je me suis dit quoi, j'ai fait 100% au Japon, j'étais pas au courant. Non, mais à l'hôtel, tu Oui, vois. d'accord. Pendant que je capture les cassettes, Ouais. j'avais le temps de regarder. Et Je dis tu dis bien Spider-Man. Ouais. Et par contre, tu dis bien Iron Man. Tu dis pas Iron Man. Ouais, c'est parce que déjà c'est encore plus moche Iron Man que Spider-Man. Et Spider-Man, en fait, en France, il y avait le dessin animé dans les années 70 et à la télé, tout ça, mes parents, tout le monde disait Spider-Man. Et même là, si tu vois des trucs sur d'autres chaînes, genre sur Game One, je crois que j'ai vu une critique de jeu là dernièrement, et ils disent Spider-Man, les mecs. Donc c'est vraiment rentré dans la culture. Je pense que vraiment c'était l'araignée ou Spider-Man. On va choisir, on va mettre Spider-Man quand même. Enfin, voilà. L'homme araignée. L'homme araignée. On peut commencer le 101%? Quand tu veux. Ok. Bonjour à toutes et à tous, c'est 101%. Ça fait une semaine que je ne vous ai pas vu et vous m'avez manqué. Aujourd'hui, on va avoir un reportage sur EA Sport MMA, temps perdu, Retro Magic, IREM. C'est ça, je le dis mal, hein. Ouais, il faut dire IREM normalement. IREM. Mais là, pareil, IREM, tous les Français disent IREM. Bon, bah alors, donc, je suis un pense que français c'est pas moyen. choquant. Je dis Spider-Man, je dis IREM. Voilà, et on commence tout de suite avec les news. Ah non, attendez. Anne, j'ai vu le reportage au Japon où tu dis des courses de cheval. Alors Anne, une course de cheval, c'est nul parce qu'on sait qui gagne. Parce qu'il n'y a qu'un cheval qui court. Voilà, les news. Comme tous les ans, Electronic Arts nous pond en toute discrétion un NHL. Sorti le 16 septembre dernier, NHL 2011 est le digne représentant d'une série en constante évolution. Beaucoup de choses rendent le jeu plus crédible, notamment le moteur de collision qui a été nettement amélioré. Le joueur peut par exemple perdre sa crosse, voire la casser. Un peu trop facilement même, puisque ceci n'arrive dans la réalité qu'une fois tous les 12 matchs, alors que voir la crosse exploser 2 à 3 fois par match dans le jeu est monnaie courante. À rajouter aussi dans le domaine des nouveautés, le nombre de compétitions a été augmenté. On pourra donc glisser à cœur joie dans la Canadian Hockey League, composée elle-même de 3 ligues régionales. La Ligue de hockey junior majeure du Québec, la Ligue de hockey de l'Ontario et la Ligue de hockey de l'Ouest. On pourra également s'essayer à un nouveau mode de jeu où l'on prend le contrôle de l'entraîneur afin de gérer plus profondément les stats de son équipe, en plus des matchs à jouer. Et évidemment, le jeu comprend le mode online qui va bien. Baptisé équipe de rêve de hockey, il permet de construire une équipe composée de nos joueurs fétiches pour ainsi disputer des tournois mensuels. NHL 2011, toujours plus loin, toujours plus blanc, toujours du bon. C'est officiel depuis la conférence de presse Nintendo du 29 septembre dernier. La 3DS sera mise en vente au Japon le 26 février 2011 et non en novembre de cette année comme la rumeur l'annonçait. Le prix japonais est de 25 000 yens, soit environ 200 €. Si aucune date officielle n'a pour le moment été communiquée pour l'Europe et les US, la portable devrait potentiellement être accessible chez nous dans le courant du mois de mars. Évidemment, une flopée de titres ont été révélés ou confirmés dans la foulée. La 3DS sera rétrocompatible DS DSi et permettra de prendre et de voir des photos en 3D, toujours sans l'utilisation de lunettes bien sûr. On en profite pour glisser une info 100% française, la DSi XL sera disponible à partir du 8 octobre dans 3 nouveaux coloris, jaune, vert et bleu. Des couleurs un peu moins 3e âge que les précédentes. Toujours au taquet, Capcom fut l'un des premiers éditeurs à confirmer plusieurs titres sur la 3DS, comme Street Fighter 4 3D Edition, dont vous pouvez voir les images là tout de suite. Mais d'autres développements sont en cours sur la portable Nintendo. Mega Man Legends 3 Project sera ainsi la suite très attendue d'une série spin-off, apparue en 1997 sur PlayStation. Mega Man Legends, le premier titre tout en 3D de la saga, n'était pas un jeu de plateforme, mais un jeu d'aventure à la 3e personne. Connu pour avoir introduit le personnage de Trombone, dont la popularité lui valut d'être la star de son propre jeu, Mega Man Legends accueillit une suite en 2000, toujours sur PlayStation. Inafune Keiji, producteur sur de nombreux Mega Man et designer sur le tout premier, a affirmé que ce 3e volet serait créé en étroite collaboration avec la communauté de fans. Plus de détails devraient être communiqués sur Mega Man Legends 3 Project à l'occasion du New York Comic Con, qui se déroulera du 8 au 10 octobre prochain. Autre développement 3DS, Resident Evil The Mercenaries 3D compilera les missions Mercenaries de Resident Evil 4 et 5 pour des défis timés qui tireront parti de la connexion Wi-Fi de la machine. Le jeu sera jouable en coop et des modes inédits sont également prévus.
autre éditeur à avoir réagi très rapidement à la conférence Nintendo Special 3DS, Sega, qui a annoncé pour 2011 une version 3DS de Super Monkey Ball. Le jeu est développé par Sega Japon et utilisera le capteur de mouvement incorporé à la portable Nintendo, ainsi que la possibilité de jouer via la connexion sans fil. A noter que l'on pourra malgré tout jouer avec le stylet. 3 modes de jeu seront proposés: Puzzle Solo, Monkey Race et Monkey Fight. C'était de belles news. En parlant de news, il n'y a aucun rapport, mais je regarde en ce moment Columbo. Je regarde des saisons de Columbo. Je me suis acheté les DVD. Et là, j'ai vu la saison 2. Attends, alors j'ai noté. Saison 4, datant de 1974. Il y a un épisode qui s'appelle Playback. Et en fait, comme vous le savez, Columbo, il arrête tout le temps des gens hyper riches. Et à un moment, il y a les scénaristes, ils se sont dit, attends, en 1974, on est à la pointe de la technologie. On va faire un épisode avec un riche qui gagne sa vie dans l'électronique. Et donc le mec, chez lui, c'est tout méga high-tech, mais de 1974. Donc ça fait que quand tu vois cet épisode de Columbo de nos jours, tu fais... Aïe, aïe, aïe. En fait, le truc, c'est que le mec, il a mis des caméras chez lui. Il y a des caméras qui filment en noir et blanc et tout ça, il enregistre, et forcément, il fait un meurtre, et il change les bandes, forcément. Mais le truc bien, c'est qu'il a des portes, quand on tape dans ses mains, les portes, elles s'ouvrent. Truc que de nos jours, Alex, hein, on voit tous les jours. Et le truc le mieux, c'est la méga haute technologie et qui fait partie vraiment intégrante du scénario, c'est la montre à affichage numérique. Le mec, il est là tout le temps, il fait à Columbo, il fait « Oui, je ne peux pas avoir tué cette femme puisque je suis arrivé au musée à 9h14. » Et Columbo fait « 9h14 ? Mais pourquoi pas 9h13 ou 9h15 ? Vous êtes bien précis. » Eh oui, car j'ai une montre à affichage numérique. Et là, gros plan, et tu vois les petits chiffres et tout en rouge et tout machin. Et là, Columbo, il fait « Oh là là, on m'en avait parlé, j'en avais jamais vu !» Et tout le long de l'épisode, il sort sa montre numérique à chaque fois où il va, parce que c'est son alibi, quoi. Il y a l'heure écrite dessus, quoi. Et c'est vraiment un très bon épisode, si vous pouvez le voir. Voilà, c'est Playback, saison 4, datant de 1974. Tout de suite, un reportage sur EA Sport MMA. Pourquoi j'ai parlé de Columbo ? C'est parce que je ne joue pas aux jeux de sport. Il faut avouer que les présentations de jeux sont souvent toutes réalisées sur le même moule. Un développeur récite un discours rodé en suivant point par point une présentation PowerPoint, s'ensuit une petite démo du jeu et hop, les journalistes se précipitent sur les petits fours ou les manettes pour les plus consciencieux. Les interviews s'enchaînent alors et tout le monde repart avec à peu près les mêmes réponses, le développeur récitant un argumentaire ultra rodé, validé par le marketing et les services de communication. En plus, la plupart du temps, il est fatigué, ce dernier enchaînant les présentations dans les plus grandes villes européennes. Et ça se sent. Et puis, au miracle, il y a des présentations qui brisent un peu ces tristes conventions, comme celle de EA Sports MMA. Pour commencer, l'événement a lieu dans une vraie salle de sport avec de vrais champions, dont Grégory Bouchelaghem. Ensuite, si le discours PowerPoint est bel et bien présent, il est étayé par des démonstrations live sur un ring situé juste derrière le développeur, qui viennent illustrer les propos tenus. Enfin, aussi fatigué soit-il, Nick Lang, directeur du développement chez Tiburon, les studios d'Electronic Arts situés à Orlando, est parvenu sans mal à communiquer une passion toute personnelle pour ce sport. Une passion qui dépasse largement le cadre virtuel. A little bit about myself. I've been involved in martial arts my whole life. My father was a judo instructor, and one way or another, as long as I can remember, I've been training in some martial arts, including Western boxing, jiu-jitsu, Western wrestling. Obviously, I'm a big fan of mixed martial arts. I've always been a big fan of mixed martial arts, and I'm really excited to be part of this product. My personal passion is MMA, and also making bigger and better fans for MMA, teaching people the sport. EA Sports MMA n'est certes pas la première incursion de l'éditeur américain dans le domaine des jeux de combat, puisqu'on leur doit aussi la série Fight Night. Mais il s'agit néanmoins d'une nouvelle licence, d'un sport en quête de reconnaissance et donc d'une prise de risque assumée au plus haut niveau des sphères EA, pour le plus grand plaisir de Nick. I've been working on this game for about 2 years. The funny story I tell is that I've had 2 children since I started this game, both beautiful daughters. There's a core at the studio Tiburon where I work in Orlando, Florida, that has been working for about 5 or 6 months longer than I have. So it's been close to 3 years that we've been working on this title. Well, it was a no-brainer for me. I've been wanting to make a game like this my whole life. I've been in video games for 10 years. I've always had the idea in the back of my head. Once the popularity kind of got to a point, and Peter Moore has said time and time again that he's a big fan of mixed martial arts, the things started to come together. And once that project was getting going and really picked up some steam,
I think a lot of people knew who I was as a student and they pulled me on board and I just couldn't be happier. Le MMA ou Mixed Martial Arts est un sport encore méconnu et qui peut paraître un rien compliqué à simuler, tant les possibilités offertes et les techniques employées sont nombreuses. Maîtriser ce sport demande des années d'entraînement, mais le joueur doit être à même de s'amuser en quelques minutes. Un défi a priori insurmontable. It can be such a complicated sport. I think that's one of the things that people may be confused by is the complexities between the three different ranges. You've got the striking range that everybody's comfortable with, everybody knows from boxing, kickboxing, kung fu movies. You've got the clinch range, which is a little bit more familiar, but many people don't necessarily have never seen that so much before. And then there's the ground game, grappling, wrestling, submissions fighting. Yes, years and years of training to get to the level of these professional fighters. What I want is for people to appreciate the sport. I don't want people to be overwhelmed with the complexities of the sport. So our controls are based on that. I'll give you an example with the striking. We use the Fight Night 4 engine. We started with that 2 years ago. And the total stick control, the total strike control is where you would strike using just the stick. We, of course, support buttons for a lot of people that like to use the classics or button combination. But for this example, talk about the stick. You jab with the stick, you make hook motions with the stick, and you make back and forth for uppercuts. That's all you're punching. A simple modifier with the left bumper will allow you to start kicking with the exact same motions, the jab, the hook, the back and forth. All that stuff is all right there. No matter which one of these ranges you're in, the stand-up game, the clinch game, or the grappling game, that motion is still your striking game. It's always the same. I don't want anybody to be confused like, oh, now I'm in somebody's guard, closed guard on top. What do I do to make sure that I land a good punch? It's the same as you would do when you're standing up. I want people to think about the strategy and the timing and the game plan of how to fight in a mixed martial arts fight, not complexities of a video game. Des propos confirmés par un expert. Tous les mouvements qui sont présentés, il n'y a pas de technique mytho, on voit bien que c'est pas du catch, c'est du MMA, c'est une discipline à part entière. On peut croire que c'est du catch, on peut croire que c'est faux, mais tous les coups sont réels et les soumissions sont portées à fond. Donc il n'y a pas d'échappatoire et dans le jeu on retrouve un peu cette idée de réalisme et de technicité sans que ce soit ultra spectaculaire. Mis à part le fait que visuellement c'est super spectaculaire parce qu'on reconnaît vachement bien les personnages, les stars qui nous font rêver. Et c'est amusant de les avoir entre les mains et de les diriger au doigt et à l'œil. Mais l'un des gros atouts de ce eSports MMA est clairement le fait qu'il profite d'une énorme nouveauté online, le live broadcast. Live broadcast, one of my favorite features. I'm having a great time with it at work. Right now we're doing internal EA events, and here's how it works. You get online, you build your character, you win a couple of fights, you're a boxing guy with some wrestling skills, you feel pretty confident, you get online and you talk it up, like I'm a boxer, I can beat up anybody. You actually make a hype video, you can film yourself on camera, you can talk about how you're gonna win fights, and then an EA promoter will find you, they'll bring you into a live broadcast against another live opponent with live commentary. Professional sportscasters in the booth doing commentary over your fight. They'll know who you are from your hype video that everybody will see. Thousands of spectators can watch you live on the PC, on the website, or on the console. They'll know your highlights, they'll know your style, they'll talk about you, talk about how you won, how you lost. Then you whether you win or you lose, you're gonna have fans or enemies, who knows? And the whole thing starts again with deep community involvement. When you play in front of 1,000 people, you play differently. You play to win. There's like a reputation on the line. Well, in a live broadcast, I'm fighting with the creative director. He and I go at it all the time, and it's going to be a good fight. Walk out there. He shows respect with his fist. Time-honored tradition. Guys touch gloves, bump fists. I'm like, I don't want any part of that. Let's get down to business. He takes a step forward. I dash in with an overhand right. He head kicks me. I fall unconscious. Less than 8 seconds. Fastest fight in EA history. I lost, but I knew exactly what I did. I took a step forward. I put my chin out because I was going for the big strike, and he knew that I was going hard and heavy early on. He took a step back, put his foot right in my face. I fell over. Fight was done. I lost, but it was an amazing fight, and it was only 8 seconds. And the emotion, I was sweating. It was amazing. Voilà, un grand merci à Nick et Grégory pour leur enthousiasme rafraîchissant, qui, on l'espère, s'avérera justifié par un jeu de qualité. Alors tu sais ce que j'ai vu dans l'avion, Davy? Dans l'avion? Non. Ouais. Des nuages.
Non, mais il y a des films. Ah, d'accord. Et j'ai vu un film qui s'appelle Cop Out. Et à la fin, j'ai vu que c'était Kevin Smith qui l'avait Kevin fait. Smith qui l'avait fait, et il paraît que c'est pas bien. Et c'est pas bien? Je sais pas, Poulpe m'a dit que c'était hyper décevant, je l'ai pas vu. Ah d'accord, bah moi je savais pas que c'était Kevin Smith. J'ai regardé comme un film d'avion, tu vois. Ouais. Et au fur et à mesure que je voyais les films, je me suis dit, putain, c'est pas mal. En plus, je comprenais pas, à un moment, il parle All Your Bases Belong to Us, mais traduit en français, t'as un mec qui fait, ouais, toutes vos bases nous appartiennent. Et je me dis, putain, mais c'est une référence geek, ça. Ouais. Et plus aller, je fais, putain, mais c'est qui a écrit ce film? Et à la fin, bah, Kevin Smith. Kevin Smith, ouais. Bon, moi, je me suis bien marré, mais j'étais dans l'avion, j'ai pas payé ma place. D'accord, Voilà. ça je sais pas. Mais ouais, je l'ai pas vu, mais il paraît que le second rôle, en fait, c'est le mieux. C'est le mec qui fait chier dans l'histoire. Il paraît que c'est vraiment un bon personnage. Le gars qui est à l'arrière de la bagnole. Et Ouais. qui... ouais, Et il pareil, est infernal, ouais. Ouais, il est infernal. Il paraît que c'est un bon personnage. Ouais. Et sinon, j'ai aussi vu les deux Karate Kid, le nouveau et l'ancien. Il proposait les deux. Je trouve que c'est intelligent de nous donner les deux. C'est vrai. Dans l'avion, tu fais déjà 13 heures d'avion, bah, je me fais les deux Karate Kid. Voilà. Alors, l'ancien a mal vieilli. Ouais, non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Ouais, non, j'aime bien le doublage en plus français. D'accord. Et le nouveau. J'aime bien aussi. Attends, il y a de la baston et tout. Oui, il y a de la baston, mais Il bon. y a Jackie Chan. Bon, ok, d'accord, ça va. Tu vas dire que je suis trop indulgent. Non. Bon, après, chacun ses goûts, quoi. Moi, je sais pas. Moi, je trouvais ça bizarre qu'ils transposent ça en Chine et pas. Pour moi, Karate Kid, quand même, c'était. Le ricain, quoi, en Californie, tu vois. Mais bon. Bah, en fait, ouais, dans le 1, il change de coin. Parce qu'il habitait, je sais plus, dans le New Jersey. Ouais, c'est ça, et puis il se retrouve ailleurs. Ouais. Et bah là, c'est encore plus dépaysant. Ouais, c'est vrai. Bon, bref, on va regarder Temps perdu et après on parlera de Mon Oncle Charlie. Tu regardes la série Mon Oncle Charlie? Par contre, un truc qui m'énerve, c'est qu'ils auraient dû appeler ça Kung Fu Kid, quoi. Parce que Ah oui, Jackie Chan, vrai, il fait c'est du vrai. Kung Fu. Oui, c'est vrai. Alors Ouais. que dans le 1, c'est Maître Miyagi qui est japonais. Oui, mais Karate Kid, il y a une licence, il y a un truc. Kung Fu Kid, t'es pas sûr que les mecs vont aller voir le film, tu vois. Ils auraient dû trouver un sous-titre, tu vois. Karate Kid, cette fois il fait du Kung Fu. Oui, mais toi-même, en le disant, tu te rends compte que c'est moche, quand même. Non, j'aime bien. Ok, Pardon. Temps perdu. Bonjour, vous venez de faire les comptes. Ouah, ciao ho, ho, ho. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au Temps perdu. Quand j'étais petit, j'avais un kit du petit électricien prodige. En fait, cela permettait, en se cassant la tête un petit peu, de faire des petits circuits électriques pour faire tourner un ventilo ou, attention ça décoiffe, pour allumer une ampoule. Waouh! Eh bien, Electric Box 2, c'est un peu la même chose. En se creusant la tête beaucoup plus, mais alors beaucoup plus, vous devez faire passer le courant d'un générateur à un récepteur. Forcément, comme ces derniers ne sont pas sur la même ligne électrique, il va falloir trouver un moyen pour générer du courant à distance. Là, par exemple, ce petit ventilateur permet de faire tourner l'hélice astucieusement placée en face. Ainsi, elle crée de l'énergie. Et là, miracle, ça marche. Si vous n'avez pas compris, résumons le tout par un cinglant, mais efficace. Electric Box 2 est un casse-tête absolument fabuleux que vous devez essayer. Cette bonne guerre, certains vous le diront, les jeux à gros budget pillent gentiment les jeux indés, et de temps en temps, les indés reproduisent ce qu'ils ont vu dans les usines à rêve. Et là, avec Air de Anthony Lavelle, la ressemblance avec Shadow of the Colossus est flagrante. Vous êtes un valeureux guerrier qui décide de partir à la chasse aux monstres géants. Cela se traduit par de la plateforme plutôt sympathique, baignant dans une atmosphère glauque de bonne aloi. Pompé, oui, mais bien. Dans You Have No Legs de Martin Brochu, vous n'allez pas le croire, vous n'avez pas de jambes. Par contre, vous avez des bras super musclés qui vous permettent de vous accrocher à peu près partout. En plus, comme vous êtes un explorateur perdu dans les vestiges d'une ville inca, vous trouvez de ci, de là plein d'items mystérieux qui augmentent votre puissance, annihilent votre peur, etc. Du coup, c'est trop la fête parce que certains passages impraticables avant deviennent tout de suite plus accessibles. Et du coup encore, vous découvrez que vous avez devant les yeux un vrai petit jeu d'aventure-action original qu'il est impératif d'essayer. Gobber Assault de Bill Melsner est un RPG. Un RPG sans histoire, sans dialogue, sans monde à découvrir avec juste 2 touches pour les actions. Mais un RPG quand même.
On avance, on tue un monstre, on gagne des niveaux, des armes et des armures de meilleure qualité. Et ça continue comme ça longtemps, très longtemps, ou jusqu'à ce qu'on meure. Ce qui tombe plutôt bien, avouez-le, puisque nous savons tous qu'il ne faut surtout pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus. Je te demandais si tu regardais la série Mon oncle Charlie. Non. Alors c'est une série comme ça, on se dit, ça passe sur Comédie, et au premier coup d'œil, on va se dire « Ah, je veux pas regarder cette série américaine de base ». Et en fait, c'est une très bonne série, puisque les scénaristes s'amusent à chaque épisode à essayer de balancer une vanne de cul hyper gore. Et quand on voit les interviews des scénaristes, ils font on passe sur, alors je sais plus sur quelle grande chaîne américaine, mais ils passent genre à 21h sur une grosse audience. Et en fait, Charlie Sheen est tellement célèbre, c'est la série où l'acteur est payé le plus cher. Charlie Sheen est méga payé pour une série de 25 minutes, en fait, l'épisode. Et ils se permettent des trucs de fou à l'intérieur. Et un jour, ces mecs, qui sont hyper célèbres, ces deux scénaristes, sont au Canada, je sais plus dans quel truc télé, tout ça, et ils parlent avec la meuf qui fait Les Experts, qui vend la série Les Experts. Et eux, ils font on kiffe Les Experts, on aimerait bien écrire un scénario. Et ils discutent avec elle, ils font ça serait trop bien, d'habitude on échange toujours les acteurs, et si on échangeait les scénaristes? Et là, la meuf, elle fait OK. Elle part, elle avait un communiqué de presse à faire sur Les Experts à la rentrée. Et là, dans le truc de presse, il y a tous les journalistes, elle fait ah oui, au fait, dans la saison prochaine, il y a les scénaristes de Mon oncle Charlie qui vont faire un épisode. Et là, les mecs sont dans ça, ils font merde, on peut plus reculer. Et donc, il y a un épisode de Mon oncle Charlie, qui est à la fin de la saison 5, qui a été coécrit avec les scénaristes des Experts. Il y a un meurtre, il y a un truc comme ça dans l'épisode. Et d'ailleurs, Charlie Sheen, qui est à l'intérieur, est un mec qui baise grave plein de meufs. Quand ils allument la lumière violette pour voir s'il y a du sperme, en fait, tu vois les mecs avec les lunettes qui font dans toute la chambre. C'est un très bon gag. Et après, il y a un épisode des Experts qui ont été écrits par les mecs et en fait, c'est un tournage d'une série télé drôle qui est fait à Las Vegas. Et il y a le meurtre de l'héroïne qui est hyper chiante, et voilà, et c'est écrit par les mecs des Experts et par les mecs de Charlie Sheen. Et donc les épisodes, c'est, si vous voulez les voir, les Experts, c'est Dying is easy, Comedy is hard, l'épisode, écrit par les mecs de Mon oncle Charlie. Voilà, c'était beaucoup ce que j'ai dit. Ok, Retro and Magic, Irem. Bien connue pour ses shoots d'exception, Irem est une firme qui sut se diversifier en explorant toujours une conception bien rodée du jeu vidéo, de ses genres et de leurs frontières. C'est le cas avec quelques grands beat'em all comme la série des Spartans, Blade Master, l'adaptation du film Hook, l'extraordinaire Undercover Cops et le loufoque Ninja Baseball Batman. Une montée en force pour un studio injustement estimé pour ses seuls airtime. Dès les années 80, la ville d'Osaka est devenue le fief du beat'em up avec des firmes comme SNK et Capcom. La société Irem est elle aussi originaire de la ville du Kansai. C'est ce développeur qui, en 1984, va sortir ce qui sera considéré comme ni plus ni moins que l'initiateur du genre, Spartan X ou Kung Fu Master chez nous. Son principe, mettre des mandales aux ennemis qui s'invitent à l'écran avec pour seule arme vos poings et vos pieds. Spartan X est explicitement inspiré par le film Wheels on Meals avec Jackie Chan, comme l'indique l'affiche japonaise du jeu. Son gameplay, lui, fait référence au jeu de la mort, où Bruce Lee devait gravir les étages en terrassant ses adversaires. Le jeu est bien connu au-delà des frontières vidéoludiques, puisque la cinéaste Agnès Varda a retranscrit dans l'introduction de son film Le Petit Amour le gameplay de Spartan. La version américaine du film s'appellera dans un premier temps Kung Fu Master, puis reprendra le nom français pour qu'il ne soit pas assimilé à un film sur les arts martiaux. Preuve du phénomène culturel que représente le titre d'Irem. Vigilante sort 4 ans après Spartan. Si l'univers des loupards tranche avec celui du karaté, les amateurs du premier beat'em up d'Irem ne s'y trompent pas. Vigilante est bien sa suite, non officielle mais spirituelle.
Le jeu affiche une palette de couleurs riches, mais déçoit ceux qui s'attendaient à une véritable évolution du game system. Seul le gouffre technique sépare Vigilante et Spartan. Le jeu nous transporte dans les rues coupe-gorge des États-Unis. Madonna a été kidnappée, oui, et il faudra, enfin, vous devinez la suite. On vadrouille donc parmi des décors pittoresques de la rue aux échafaudages, tout en distribuant constamment des torgnoles. Vous aurez même droit à une magnifique vue sur le World Trade Center. Trois ans plus tard, un dernier épisode voit le jour sur Famicom, Spartan 2. Le titre est une suite directe à Spartan X, mais ne convaincra que les fans de la première heure. Nous sommes alors en 1991 et les beat'em all à multi-scrolling existent depuis quelque temps. La même année, Captain Commando ou Night of the Round sortent sur arcade et secouent le beat'em all. Pourtant, il serait dommage de passer à côté sous prétexte d'archaïsme. Après tout, si l'on ressort Vigilant ou Spartan avec plaisir, pourquoi bouder cet épisode qui possède certaines qualités ? Plus dynamique que les précédentes séquelles, ce Spartan 2 propose également des niveaux assez bien réalisés et surtout beaucoup plus variés. Un jeu qui est sans doute sorti trop tard. En 1991, Irem s'attaque au beat'em all moyenâgeux avec Blade Master. Les forces du mal ont pris en otage la princesse qui a le pouvoir de ramener à la vie le prince des ténèbres. Vous devrez donc tailler de l'orque et autres créatures plus ou moins barbares. A l'instar d'un Night of the Round ou des Donjons et Dragons de Capcom, Blade Master est un excellent beat'em all plongé dans un âge où ça ferraille. Mais s'il demeure un très bon titre où l'on ne s'ennuie pas un instant, le jeu présente une carence de profondeur et il ne fait pas le poids avec Golden Axe. Certains mécanismes de jeu sont pourtant là mais auraient mérité d'être plus poussés comme la possibilité de chevaucher des créatures. Et il est regrettable de voir un jeu de baston typé Heroic Fantasy dénué de pouvoirs magiques. Seuls 2 boutons sont mis à contribution, le saut et l'attaque. Heureusement, Irem nous en met plein les mirettes avec des chapitres qui s'étirent et proposent, dans la plus pure tradition du studio, une géographie évolutive au sein du même niveau. Le bestiaire lui aussi est soigné et varié. Et encore une fois, Irem propose une animation impeccable et des bruitages tout simplement excellents. La fin de l'année 1992 marque le grand retour d'Irem dans l'univers de la baston à main nue. Ça se passe sur cabinet avec la sortie de Hook, adopté du film éponyme de Spielberg. La société s'en écarte gentiment tout en conservant la trame. Les avatars ne correspondent pas à ceux de Spielberg et la plupart des personnages sélectionnables sont inventés de toutes pièces. La possibilité de jouer à 4 en aura marqué plus d'un, et surtout Hook est le premier beat'em all d'Irem en multi-scrolling. Quelques différences sont à noter entre les versions occidentales et japonaises, notamment au niveau des couleurs. Le boss du 3e stage n'a rien à voir. Dans la version japonaise, c'est 3 sœurs qui s'occuperont de vous, alors que dans les versions américaines et européennes, elles sont remplacées par 2 clones du Capitaine Crochet. Hook est également un jeu volontairement plus relâché que les productions d'Irem d'alors, avec une bonne part de dérision. Ces détails humoristiques s'ancreront progressivement au fil de leur ludothèque et interviennent au bon moment sans jamais alourdir leur jeu. Undercover Cop, c'est peut-être la consécration d'Irem. Pour bouter hors de la ville le Dr Claiborne, le commissaire Gordon a fait appel à 3 super flics. Booba, un ex-champion de football américain. Flame, une ancienne Miss America. Et Claude, un prof de philo à la retraite. Pratiquement tout objet qui traîne peut être ramassé pour cogner les sbires du docteur. Barres métalliques, motos et même poissons jusqu'aux piliers de béton. Par exemple, vous pouvez soulever les cylindres bétonnés plantés dans le sol ou directement les sectionner. Dans le premier cas, la barre aura plus de portée, mais sera du coup plus difficile à extraire. Le jeu fourmille de détails et bénéficie d'une direction artistique exceptionnelle. L'action est extrêmement fluide, et c'est avec plaisir qu'on se lance dans des mêlées brutales. Irem s'amuse à l'autoréférence. À la fin du jeu, la voiture de police est en réalité celle de Moon Patrol, considérée parfois comme un précurseur des run and gun. De même, sur les petites télés disséminées, on peut voir le boss du premier stage de R-Type. La version US étonnera par la pauvreté de ses textures, bizarrement retravaillées. Une version Super Famicom du jeu sortira en 1995, mais ce qui faisait la force du titre en arcade, c'est Stomp. Peu d'ennemis à l'écran, moins de couleurs, des sprites plus simples et surtout cette version est amputée de son mode de joueur, faute de place sur la cartouche. Un nouveau jeu sort également sur Game Boy en 1993, appelé Undercover Cops Gaiden, mais il s'agit d'un jeu de plateau. Certains des développeurs travailleront plus tard sur la série des Metal Slug.
C'est le cas de Meyer, le chef de projet, qui travaillera sur Metal Slug 1, 2, X et 3, ainsi que Iyamuta, auteur des musiques d'Undercover Cops, que l'on retrouve sur des titres importants de la firme d'Osaka, tels que Hammering Harry, auxquels nous aurons l'occasion de revenir, ainsi que les 3 premiers Metal Slug. On en retrouve d'autres éparpillés sur des productions distribuées sur arcade, parmi des ténors du shoot ou de la baston. Le dernier beat'em all d'Irem sort en 1994. L'histoire de Ninja Baseball Batman remonte à l'ouverture d'un département d'Irem aux États-Unis dirigé par Frank Ballouz et Drew Maniscalco. L'idée de départ vient de ce dernier qui pense alors faire du titre un jeu de plateforme. Ce qui tombe à l'eau assez vite, puisque la mode est au jeu multijoueur, si possible à 4. Le nom des personnages vient en réalité du nom des meilleurs joueurs américains de baseball de l'époque, José Canseco en rouge, Ryne Sandberg en vert, Roger Clemens en jaune et Daryl Strawberry en bleu. Les illustrations, quant à elles, viennent de Gordon Morrison, célèbre aux États-Unis pour son travail sur les flippers de la société Gottlieb. Rompant avec l'univers d'Undercover Cops ou de Hook, la direction artistique du jeu est plus proche d'un PC d'engine. Derrière ce design se cache Kitakichi Nekon, qu'on retrouvera plus tard sur Big Tournament de Golf et Metal Slug 2 et X. Le jeu reste assez abstrait, 4 joueurs peuvent dézinguer une pelotée d'ennemis basée sur l'univers du baseball. On pense d'autant plus à PC d'engine qu'il comportait lui-même un niveau sur l'univers de ce sport américain. Ninja Baseball Batman, s'il n'égale pas Undercover Cops, propose un univers bigarré parfois à la limite de l'absurde. Le gameplay reprend les bases des titres Irem avec ses enchaînements et un coup spécial qui consomme de l'énergie. Rien de très novateur donc, mais il reste un défouloir parodique, genre que l'on a plus l'habitude de voir avec les shoot'em up. La contribution d'Irem au beat'em all est certes plus timide que celle d'un Capcom, mais néanmoins importante. Peut-être plus intime et moins spectaculaire que celle de ses confrères, l'histoire d'Irem fait partie de celles dont on veut se souvenir lorsqu'on évoque le jeu vidéo. Un artisan libéré des carcans de l'industrie et donc capable de créer de nouveaux genres et de nouveaux gameplays. Voilà, pour revenir sur l'épisode de CSI, à l'intérieur, les scénaristes de Mon Oncle Charlie ont placé une phrase, c'est Brass qui balance cette phrase. Il y a eu un accident et l'actrice conduisait une Ferrari et elle est rentrée dans un mur et elle meurt. Et là, il y a Brass qui dit la série, quand même, ils étaient allés un peu loin, c'est une mère de famille qui avait gagné une Ferrari à un loto, machin. Jumping the Shark, en anglais, c'est Jumping the Shark. Et Jumping the Shark, en fait, c'est une expression qui est née aux États-Unis après un épisode de la série Happy Days. En fait, Happy Days perdait de l'audience et ils se sont dit mais comment on va faire pour que les gens re-regardent le show à la télé. Et là les scénaristes ils se sont dit on va faire un épisode où Fonzie avec sa moto, non c'est pas, il était pas en moto, il était en ski nautique et il va sauter un bassin rempli de requins. Et en fait c'était arrivé à un point dans la série, un truc de non-sens, c'était tellement mauvais que tous les gens ont pris cette série, cet épisode comme exemple, et ils ont dit Jumping the Shark. Et en fait, maintenant, dans toutes les séries, quand il arrive un truc complètement débile, un peu mauvais, juste pour attirer le chaland, pour dire hey, re-regardez ma série s'il vous plaît, et ben en fait, on dit Jumping the Shark. Voilà. J'espère que j'ai été clair, je sais pas. C'est compliqué. Hein. Si, j'ai compris. T'as compris, bon. Et je connaissais pas l'expression, donc ça m'intéresse. Voilà. Moi non plus, je connaissais pas. Je suis allé sur internet pour voir parce que je me disais c'est bizarre qu'il ait dit. Sauter les requins, je me disais mais qu'est-ce que ça veut dire voilà. Et là je me rends compte en fait que c'était prévu, t'avais préparé un 100% spécial série. Tout à fait. Et j'ai un peu pourri le truc avec les films là, parce que ça n'a rien à voir. Les séries et les films, ça va, on a parlé de trucs produits ricains. Je suis désolé, mais c'est pas grave, les gens savaient pas que j'avais un thème. Ils savaient pas que j'avais un thème, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, demain c'est Pili je crois. Je crois, hein. Ah, il y a des chances. Il y a des chances. Voilà, bonne nuit à tous, des bisous. Je vole les phrases de Benoît.